Il y a 5 projets qui ont été présentés. Ils sont d'ailleurs exposés au centre administratif d'Arcus. J'aurais bien voulu savoir quels sont les critères qui ont prédominé à utiliser celui-là, même si je suis bien d'accord avec celui-là. Il y en a d'autres aussi, il y en a 4 qui sont intéressants, un autre, mais je voudrais quand même savoir quels sont éventuellement, pas tout, surtout pas l'économique, c'est plutôt l'esthétique qui m'intéresse parce que nous sommes dans les journées d'architecture. Moi, je vous réponds dans ce que je peux répondre parce que je n'étais pas au jury, fort heureusement, sinon j'aurais voté pour moi-même. Mais l'écho que j'en ai eu, mais peut-être vous étiez au jury. Oui, enfin, j'étais une voix parmi d'autres dans le jury. C'est le jury qui était composé d'architectes, des représentants de la DRAC, de la ville, des services d'architecture, de moi-même qui m'ai au prix. Donc voilà, c'était un jury très, très diversifié pour justement qu'il y ait une diversité de points de vue qui s'exprime à cet endroit. Il est vrai que dans ce jury-là, la fonctionnalité a été un critère absolument premier. Ce qui fait que quand on a balancé une réflexion à l'autre de tel bâtiment, puis à tel autre, la fonctionnalité a souvent été un critère d'avancer en quelque sorte de la décision. Et il est vrai qu'à un moment, sur les 5 projets, il y en avait 2, 3 qui avaient une fonctionnalité solide. Bon, 2 c'était moins le cas. Et à un moment donné, on est un peu tombé sur celui-là, mais comme par une logique collective. C'est ça qui était assez impressionnant, comment ça s'est fait dans ce jury. C'est qu'il y a eu une espèce d'unanimité qui s'est faite à la fin. Voilà, à la fin de la discussion, et sur la fonctionnalité, et surtout sur la façon dont le bâtiment lui-même non seulement la traduisait, mais j'ai envie de dire même l'ouvrait. Voilà, c'est ce qu'on a vu un petit peu au début, et ça a été assez surprenant. Et je pense qu'il y a même une réflexion particulière du cabinet ouvrier qui a été faite à ce moment-là. Ils ont dit c'est assez rare qu'on tombe sur des projets qui aboutissent là, quoi. C'est-à-dire que déjà l'histoire de la black box est déjà une chose pas forcément évidente à mettre en place en théâtre aujourd'hui. Les black box, on a eu le théâtre de Chaillot qui était intéressant mais une logique lourde. Bon, il y a eu une toute récente qui a été faite au Festival d'Avignon, là, la première vraiment Black Box de France, elle a été faite là, très fonctionnelle, plus légère en quelque sorte, et à un moment donné, là, on est à la fois dans la légèreté de cette Black Box et dans la permanence d'un théâtre de ville en même temps. Et voilà, donc le fait d'avancer ces lignes pour un théâtre était déjà en soi une nouveauté, et paf, on a une réponse qui nous renvoyait encore et encore plus loin, et on peut aller encore plus loin, voilà, c'est ça aussi. J'ai envie de dire ce qui s'est fait là sur place. Et à un moment, alors ce jeu, effectivement, on a le noir était déjà là, l'architecture industrielle, mais on retrouvait, on prend le Meinewagen, pour nous c'est comme ça que ça se passe, et on trouve très bien, voilà, quand un théâtre il est là, on allume la lumière, quand il n'est pas là, on la ferme. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se présente, et au moins quand il est là, la lumière est ouverte, et on y va pour ça. Donc voilà, et il y a une transparence en effet. Il y a une transparence, à la fois une transparence de l'architecture dans sa fonction, mais une transparence du bâtiment lui-même, ce qui n'est effectivement pas évident dans un théâtre. Regardez les théâtres récemment construits, c'est des grosses boîtes, quoi. C'est des grosses boîtes à chaussures, mais plutôt fermées, et qu'on cherche effectivement constamment à ouvrir en façade, et on se rend compte que la façade est ouverte par défaut d'ouverture de la boîte, alors que là on a une ouverture qui est intrinsèque au bâtiment lui-même. Voilà, je dis un peu mon opinion aussi à moi, à l'intérieur de la façon dont j'ai vécu ce jury, mais ce jury donne lieu certainement à d'autres interprétations, bien évidemment. Et là, on le regarde encore une fois comme un objet fini, mais je pense que vraiment les images donnent qu'un dixième de ce qui sera réellement, puisque ce n'est pas autre chose qu'une grande vitrine. Une grande vitrine structurée, régulière, mais sans avoir ce qu'il y a dedans, eh bien, on se retrouve juste avec la structure et des taches blanches. Et ça, c'est vraiment très... Le grand effort qu'on a essayé de faire, c'était de dire on ne veut pas faire de théâtre, et pourtant c'était invitant, parce que pour un architecte, faire un bâtiment sans fenêtre, c'est ce qu'il y a de... Enfin, c'est un exercice intéressant. Et nous, on en a fait d'autres. Mais là, vraiment, on s'était efforcé de dire on ne veut pas finir dans l'objet qui n'est pas urbain. Les théâtres sont urbains que de la façade principale. Dès que vous tournez la route,
la rue qui côtoie le théâtre, vous vous retrouvez avec des murs qui sont énormes. Il y a toujours un dos dans un théâtre. L'idée était comment faire pour qu'il n'y ait pas de dos. Mais vu que c'était une ZAC nouvelle, comment faire pour que ça puisse être le même de tous les côtés, puisse générer une forme d'interaction de tous les côtés. Et de ce point de vue, je suis vraiment extrêmement satisfait du travail qu'on a fait, parce que ce n'est pas un théâtre directionnel. L'entrée, elle peut être déplacée n'importe où. Demain, enfin, on est en train de les dessiner 5 entrées. On rentre dans la communauté, on rentre dans la cour, on rentre dans la cour derrière. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. Après, je pense qu'évidemment, il faut que ça suive son chemin et que cette image très méchante, peut-être deviendrait un peu plus gentille. Est-ce qu'on avait pu évaluer le coût de fonctionnement d'un théâtre comme ça par rapport au fonctionnement actuel et par rapport justement à la capacité du maillon à absorber ce coût ou pas? Et dans ce cas-là, si c'est possible d'absorber, oui. Si c'est pas possible, comment est-ce qu'il y a des mutualisations, etc. par rapport C'est une question pour moi. Par rapport à tout, je sais pas, c'est une question qui Je suis un artiste, madame. Mais justement, alors transmettez la question. Je n'ai pas la moindre idée du coût de fonctionnement du théâtre. Alors transmettez la question à monsieur à côté ou à monsieur encore à côté. On va évidemment y travailler au fur et à mesure. D'abord, ce lieu a un coût spécifique puisqu'il y a toute une période de démontage et de remontage liée à la foire européenne. On estime que c'est à peu près 190 000 € qui sont liés juste à cette spécificité. Donc, les choses devraient faire que le coût dans l'autre site ne sera pas beaucoup plus élevé. Cela dit, on pense de toute manière à une mutualisation avec d'autres acteurs culturels à Strasbourg, mais il est encore un peu tôt pour se prononcer sur les choix et sur les acteurs. Je pense que c'est intéressant que ce théâtre puisse vivre souvent avec différents types de disciplines, en ayant bien sûr un occupant premier qui fera l'identité du site, et ça sera bien sûr le maillon. Puis, je pense aussi que dans l'état actuel des choses, je veux dire, les éléments de fonctionnement et de développement des activités à l'intérieur du bâtiment, il faut les penser sur plusieurs années. Je pense aussi que voilà, il y a un passage d'aujourd'hui à demain qui va se faire aussi progressivement, je pense aussi, et ça c'est important. D'une certaine façon, oui, un bâtiment, il a un coût de fonctionnement et que, d'une certaine manière, le maillon assume les coûts du fonctionnement de ces bâtiments sur 6 mois, il n'a pas les moyens de l'assumer effectivement sur 12. Bon. Donc il y a un problème de coût complémentaire qui va bien sûr se poser. En même temps, on ne va pas tout d'un coup, parce qu'il y a un bâtiment, développer des activités en fonction du bâtiment. C'est plutôt le bâtiment qui est l'abri des activités. Voilà. Donc il y a une fonctionnalité là du bâtiment, une progressivité du budget qui... bien sûr, va être... Il faut étudier tout ça, enfin, très précisément, quoi. Et l'étudier surtout dans le temps. Dans le temps, en pensant, et je crois que ça c'est important, que la ville étant le principal financeur des maillons, à un moment donné, la question d'un cofinancement, bien évidemment, régional, national, se pose. Enfin, bon, déjà l'État cofinance le maillon en partie, mais voilà, ça fait partie des questions à faire avancer, surtout dans une durée. Je crois qu'il faut le penser comme ça, principalement, à mon avis. Je souhaiterais savoir si l'ouverture du maillon, vu que vous aurez votre espace et il n'y aura plus la foire européenne, vous allez ouvrir la saison plus tôt dans l'année et est-ce qu'il y aura plus de spectacles aussi, vu que vous aurez la possibilité de faire ça toute l'année dans vos propres locaux? Alors, oui, le fait de pouvoir ouvrir plus tôt, c'est effectivement une chose importante. Par exemple, on est souvent assez proche, par exemple, du festival Musica, artistiquement, bon, et on ne peut pas faire les choses ensemble parce que, en raison de la foire, on ne peut monter le théâtre que plus tard. Donc ça va donner l'occasion, effectivement, de pouvoir réaliser éventuellement des projets en commun. Moi, je ne suis pas trop dans les médias pour la multiplication des spectacles, je suis pour la multiplication des représentations. Voilà. Parce que je pense qu'il est important qu'un artiste, toute cette installation qui a lieu dans un théâtre, elle est lourde, elle coûte assez cher, et qu'elle ait un temps
de rendement, j'ai envie de dire, dans son rapport au public plus important. Le public, c'est pas de faire tourner le même plus rapidement, c'est de l'étendre aussi dans la population. Si on dit que c'est un théâtre qui est dans la ville, il faut aussi que la ville vienne en même temps au théâtre. Donc la multiplication des présentations est pour moi, non, je ne sais pas personnellement, c'est un travail, ça fait 12 ans qu'on mène ce travail de démultiplication du nombre de représentations. Et les artistes s'inscrivent tout d'un coup dans la ville plus longtemps, ont des rapports aussi avec la population plus large, avec les spectateurs. Et il y a une chose importante au Maillon, c'est la liberté de circulation. C'est-à-dire qu'on a là un foyer dans lequel l'équipe professionnelle se retrouve avec les artistes de façon régulière. Tout est de plein pied. Après la présentation, les artistes viennent au bar, on boit des verres ensemble avec le public présent. Voilà. Et cette grande ouverture de circulation est une chose aussi dans le bâtiment importante. Et voilà, donc je crois que on est plus, à mon avis, dans un espace qui va ancrer plus largement, effectivement, les artistes dans la ville que dans un espace qui va faire tourner la machine plus vite. Voilà. Bonjour. Vous parliez de filiation dans la demande qui vous a été faite entre le Théâtre du Maillon et le Grand Palais à Paris. Je veux savoir quelle était cette filiation de demande et quelle était votre posture au Grand Palais, pas au Grand Paris. Au Grand Palais, sachant qu'on est dans un bâtiment éminemment historique et que, évidemment, on n'est pas dans un bâtiment neuf. Non, c'était pas dans la demande, en fait, mais finalement, c'est devenu dans la demande. Dans la demande, c'était très bien exprimé au Maillon, cette extrême flexibilité, cette envie de laisser un espace presque non fini qu'on puisse l'aménager et qu'on puisse faire évoluer avec l'évolution de sa propre programmation. Et au Grand Palais, c'est un peu la même chose, puisque ils sont dans une logique, c'est tout un monde. Enfin, je ne sais pas quelle image vous avez du Grand Palais, mais c'est une institution et un bâtiment assez extraordinaire, dans le sens que c'est géré par la RMNGP, qui est la Réunion des musées français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de collection. Je me suis retrouvé allumé. Ils n'ont pas de collection, du coup ils empruntent des collections pour faire des expositions à tous les musées français. Et en attendant, ils louent la nef et les espaces pour des privatisations. Et parallèlement, le Grand Palais englobe aussi le Palais de la Découverte, qui est cet espace où vous y allez quand vous êtes enfant pour découvrir la science. Et le grand projet qu'on va mener, c'est de faire mixer ces trois publics dans une espèce de machine fonctionnelle qui puisse accueillir tout en même temps. Et donc il y a une énorme flexibilité, il faut qu'on retrouve une énorme flexibilité dans la taille des expositions, dans la qualité des expositions. Parallèlement, il y a le concert de Prince, parallèlement, les enfants sont dans la machine avec les étoiles, et tout ça dans une complexité mais ce qui était assez génial dans le Grand Palais, c'est que tout était là. En fait, ce bâtiment, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est la forme à l'état pur. C'est-à-dire, si on prend le plan du Grand Palais et qu'on en fait une radiographie et qu'on le schématise dans un diagramme, c'est un atome. Vous voyez, un atome, c'est des lignes avec des nez, comme ça. Il n'y a pas de figure géométrique plus flexible. Et donc, je pense qu'on a gagné le concours parce qu'on est arrivé, on a dit, écoutez, vous avez déjà tout. Il faut juste rajouter 2 escaliers, un là et un là. Et globalement, tout ça va être beaucoup plus flexible que Beaubourg, que le Louvre, Abu Dhabi ou que quoi que ce soit, parce que tout est là. Et donc, ça terminait un chemin où pendant longtemps on s'interrogeait sur quelle est la forme idéale pour un espace de culture et un espace d'exposition. Puisqu'aujourd'hui, à l'art, c'est très compliqué, c'est pire que dans le théâtre. C'est-à-dire que vous faites un musée, alors après Beaubourg, quand Beaubourg est arrivé, dans la scène des musées, on s'est dit c'est génial, c'est hyper flexible, les grands plateaux, tout peut bouger, on met la structure à l'extérieur, et finalement on s'aperçoit qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les scénographies parce que le plateau libre est énorme. Donc chaque expo est un casse-tête, etc. Donc ensuite, il y a une grande théorie, vous savez, le musée le plus incroyable qui est cité dans toutes les muséographies, les grands muséographes du monde vous citent un musée qui est à Copenhague qui s'appelle le Louisiana, qui est une maison qui a été achetée par un collectionneur
qui a appelé le musée Louisiana parce que ces deux femmes s'appelaient Louise, et qu'il a acheté la maison, il a acheté la serre, il a acheté la maison à côté, finalement il a rajouté toutes ces pièces, tout ça dans la nature, et c'est complètement l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire trop de lumière, pas contrôlé, et c'est génial. Donc entre l'espace énorme de Beaubourg, l'espace tout petit de Louisiana, plutôt l'addition des espaces, en fait le Grand Palais il a tout. Il a tout déjà là. C'est-à-dire il y a des espaces, il a été construit par 3 architectes, plus un 4e qui faisait les façades. Donc 3 styles différents, les espaces ont 10 millions de tailles, la nef elle est incroyable. Et donc tout est là, il fallait juste le compiler pour montrer que l'offre de cet espace était déjà présente. Et donc on travaillait ça parallèlement au maillon, où la logique était comment faire qu'un lieu, finalement, ne puisse pas être reconnu par un espace figé, mais plutôt par un esprit. Plutôt par un esprit qui habite le lieu et qui fait que ce lieu est une sorte de machine ouverte ou de système ouvert pour des choses qui viendront et qu'on ne contrôlera forcément pas. Et donc, dans les deux, il y avait ce parallèle que je vous ai cité tout à l'heure. Oui, bonsoir. J'ai une question d'architecture. Je suis très sensible à la plasticité du projet tel que vous l'avez présenté, avec des références effectivement tout à fait intéressantes sur la trame, on nous a parlé d'Haussmann et de Cerda à Barcelone. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir également une référence majeure qui est celle de Perret, aussi bien sur 2 plans, hein, je dirais, donc sur celui de la structure, hein, donc la trame, la rigueur de la trame qui permet une grande plasticité, comme on peut le voir, on peut le constater encore aujourd'hui, par exemple au Havre, où avec la même trame, on peut faire aussi bien du logement que de l'espace public, que de l'équipement public. Donc sur le plan de la structure, mais aussi sur un autre plan, c'est peut-être anecdotique, mais enfin j'en parle, c'est sur celui de la modénature des façades. Je ne peux pas m'empêcher non plus de voir une modénature à la Perret. Alors je voulais savoir si c'est implicite ou si c'est assumé dans votre démarche d'architecte. En tout cas, c'est une référence qui est, je prends ça comme un compliment parce que j'adore Perret, mais comme d'autres de cette période, je ne sais pas si vous avez, là je n'ai pas présenté la première version, mais je pense que dans la première version, Perret était encore plus présent que dans la version actuelle. Vous avez la maquette de l'autre côté, ce qui était rendu au concours, ce qui est en train d'évoluer. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand restera la modénature, mais ce qui m'intéresse dans la modénature, dans le cas échéant, on est en train de la régler, de voir quelle est l'épaisseur, mais comme chez Perret ou comme dans beaucoup d'autres, il y a l'idée de dire qu'une façade, en fonction de l'orientation, de la manière dont elle joue avec la lumière, elle peut créer un rythme, et que ce rythme peut être changeant, et souvent la modénature, ou le dessin, ou l'ouverture, ou le plan et le vide aident à faire vivre un dessin qui peut être tout simplement trop plat des fois. Donc dans le cas échéant, évidemment le système référentiel nous amène à Perret, mais c'est bien vu. Est-ce qu'il y a un cas de figure où le bâtiment pourrait coûter moins cher que ce qui était prévu? Non. On galère déjà pour le rentrer dans le prix. Est-ce qu'il y a un cas de figure où le bâtiment pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu? Au stade actuel, en fait, ce qui est fou dans ce bâtiment, en tout cas, non, on va on est dans une période d'austérité où il faut faire gaffe au budget et qu'en plus c'est le budget plutôt de la ville, donc on va le faire tenir dans les prix, mais c'est serré, c'est vraiment serré. Quelques millions en plus, il serait bien placé. Mais à votre bancaire, donc avec le livre d'or, vous pouvez laisser le chèque d'or si vous voulez. Mais en tout cas, non, le budget est extrêmement serré puisque l'exigence technique sur les salles, déjà, est des plus pointues. Pour être très pragmatique, sur l'intégralité du budget, les 2 salles, donc sans le reste,
centre-ouest, représente quasiment 65% du budget. C'est-à-dire, on fabrique tout le reste des mètres carrés avec une petite fourchette d'enveloppe budgétaire qui est en lui-même très très restreint. Donc, impossible que ça coûte moins. Probablement ça va coûter plus. Mais on est vraiment dans cette première étape où on est complètement focalisé pour faire entrer ça dans les clous, mais c'est un long chemin et ce sera un long chemin et d'habitude on y arrive. Je voulais juste savoir, en ce qui vous concerne, est-ce que ça peut être un défi pour vous de rester dans les clous du budget? Nous, on est fils de la crise. Moi, je suis très jeune. Donc, il n'y a pas un seul bâtiment qu'on a fait où on n'a pas été dans les budgets, puisqu'on a été éduqué dans cette culture. C'est-à-dire, quand vous pratiquez que depuis 10 ans, comme moi, on n'a jamais connu autre chose. C'est-à-dire, il n'y a jamais, j'espère que le Grand Palais, on pourra doubler, mais ce ne sera pas le cas non plus, parce que je pense que cette époque est finie, et qu'il faut prendre très au sérieux le budget. Souvent, les budgets sont mal faits. Qui fait le budget alors? Jésus. Quelle est la compétence des gens qui font les budgets si les gens qui les réalisent n'arrivent jamais à les réaliser? Je ne sais pas dans le cas échéant qui a fait le budget, mais j'imagine que les budgets sont fondés sur des négociations offre-demande dans plusieurs institutions. Après, souvent on fait avec ce qu'il y a. Donc j'imagine que quelqu'un à la ville a dû dire nous avons tot et faites le théâtre avec tot. Et déjà ce sera un grand défi, je pense. Mais j'aime beaucoup parce que je me dis, si on n'avait pas répondu avec ce projet, comment ils auraient fait leur théâtre? Si on avait isolé, mais comment on ferait ce... Ouais. Donc je pense que fort heureusement, on est dans un projet qui nous permettra peut-être à un moment donné d'ajuster le tir, etc. On ne sait jamais. Après, voilà. Mais en tout cas, c'est une question très complexe en architecture. Parce que la réalité des faits est que quelqu'un fait un budget qu'il n'a pas vraiment vérifié au départ. Ce n'est pas votre cas. Mais en général, c'est comme ça. L'architecte répond à l'esquisse avec un chiffrage duquel on peut douter un petit peu, et ensuite les projets se font d'une certaine manière. Donc, pour les gens de ma génération, je ne sais pas, mais on prend ça très au sérieux puisqu'on sait que, et c'est très rare, que les gens rajoutent de l'argent derrière. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même une bonne dialectique, j'essaie avec toutes mes forces d'expliquer que souvent, ce qui était préconisé n'était pas... on s'amuse des fois à faire, vous savez, on compare des bâtiments Ikea avec nos bâtiments. En disant, si vous ne faisiez pas ce bâtiment et que vous faisiez tout simplement une boîte Ikea, ça vous coûtait tot. Pour amener les gens au chemin qui fait qu'on se dit on n'est pas en train de gaspiller de l'argent. Mais n'empêche que, espérons que les choses aillent mieux d'ici peu. En fait, le budget initial il était de 20 millions. Et après discussion, le budget a été arrêté à 25 millions. Je crains que ce soit l'ancien adjoint aux finances qui a fait ce choix-là. Après, pour ceux qui ne sont pas architectes, les budgets qu'on annonce ne sont pas les budgets de construction. Ce sont des budgets d'opération. Et ça, ce serait un beau débat à avoir. C'est-à-dire, où passent les autres 9 millions? Parce que nous, on construit 16 millions. Le budget de l'opération, il y a 25 millions. Et la France est un des pays où les budgets de parce que c'est un pays extrêmement civilisé et que du coup, on a besoin de se contrôler, de se rassurer aussi. C'est le pays où on a un bureau de contrôle qui contrôle le bureau de contrôle qui contrôle le bureau de contrôle. Donc, et tout ça, c'est payé sur le budget de l'opération. Ça, c'est une vraie question qu'il faudra qu'on se pose à un moment donné, mais c'est comme le coût de la politique, ou c'est comme le coût de plein de choses, c'est le surcoût des choses. Parce que, vous savez, en Allemagne, on y travaille aussi, et le coût de l'opération, il est 15% du coût du bâtiment. Donc, en Italie, c'est 0%, c'est-à-dire on ne paye personne sauf le bâtiment.
Donc oui, il y a quand même un delta important dans les opérations entre le budget annoncé et finalement ce qui reste pour le construire. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il nous reste à remercier Umberto Napolitano pour la qualité de